Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les gens des jeux télé. Et aujourd'hui, on va revenir sur l'événement qui a eu lieu dans N'oubliez pas les paroles. Et qui plus est dans le monde des jeux télévisés. Pourquoi? Parce que sincèrement, très peu de monde aurait parié que Kael perdrait aussitôt et qui plus est qu'il n'atteindrait pas les Masters. Il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'avec 125 000 €, Kael est rentré dans l'histoire des jeux télévisés. Oui, mesdames, messieurs, le coup de tonnerre, il a retenti suffisamment tard pour que Kael ait le temps de rattraper deux classements totalement originaux que vous retrouvez aux côtés de plein d'autres classements sur legendesdesjeuxtélé.com. Et ce, en plus d'être quand même, il faut le noter, 35e plus grand maestro. Il est donc bien classé parmi les 50 plus grands maestros de l'histoire de l'émission. Ce qui n'est pas rien quand on voit le niveau exceptionnel qu'on a dans N'oubliez pas les paroles. On a quand même des sacrés grands maestros dans ce top 50. Le top 50 que je vous montre, il est tiré du blog bimaestro.net, un blog magnifiquement bien géré. Je félicite la personne qui tient ce blog. Vous le savez, quand il y a une élimination d'un grand vainqueur qui a atteint au moins l'un des classements sur legendesdesjeuxtélé.com, j'essaye au maximum de venir vers lui pour lui proposer une interview sur Légendes des Jeux Télé. Et la bonne nouvelle, vous l'aurez compris, est que Kael a accepté mon invitation. Prêt à découvrir son interview? Eh bien préparez-vous, c'est une interview très complète que vous allez entendre. C'est parti, top départ, générique. Salut Jean-Baptiste et salut à tous. Déjà merci de me donner l'opportunité de faire cette petite vidéo parce que ça me touche, parce que j'ai regardé toutes les vidéos des anciens maestros. J'aimais bien regarder ces vidéos et là c'est mon tour, donc merci beaucoup. Alors pour répondre à la question, oui effectivement j'étais déçu de moi-même, je l'ai dit et je le pensais très fort quand je l'ai dit, hein, forcément. Je pense que j'ai pas joué une seule seconde. Quand j'étais sur le plateau, j'ai vraiment été moi-même dans mes réactions, dans mes émotions. Donc c'est vrai que, et puis je suis assez lisible. Je suis assez lisible au niveau des émotions. Donc j'étais super déçu à ce moment-là parce que au-delà du fait de perdre et donc que l'aventure se termine. Donc c'est toujours difficile, surtout quand on s'est investi. J'avais toujours dit que la manière de perdre serait hyper importante dans ma manière de voir l'aventure, de voir les choses, de faire le bilan. Et j'espérais de tout mon cœur, comme tous les maestros, je pense, perdre sur une chanson que je connaissais pas, quoi. Perdre sur une impasse ou sur une nouvelle chanson. Enfin voilà, j'espérais avoir un parcours. Il y a des gros parcours qui se sont finis de cette manière. Je pense à Margot, Jennifer, qui ont perdu sur des chansons qu'elles n'avaient pas bossé. Et donc je pense que c'est vachement plus facile à accepter sur le moment quand moi je perds sur un classique de chez classique. C'est-à-dire s'il y a une chanson de Christophe Maé à connaître, c'est On s'attache, quoi. Clairement. Ça sert à rien de connaître le bout du bout de Tomber sous le charme ou de Mon petit gars. D'ailleurs je les connais, mais et de louper la deuxième phrase du deuxième couplet de On s'attache. Donc c'est donc d'où ma déception énorme. Et donc comment j'ai vécu, excuse-moi je suis un peu long, j'ai du mal à faire court, je devrais faire de la politique. Non, bah, comment j'ai vécu? Très mal, franchement j'ai très mal vécu c'est les jours qui ont suivi. J'étais au bout de ma vie, je suis rentré chez moi. Ouais, tout s'est effondré, quoi. Forcément, je pense que tous les maestros qui ont été dans cette situation me comprendront. C'est 2 ans de ma vie, c'est une aventure de dingue qui se finit comme ça, très mal. Ça se finit très mal parce qu'à ce moment-là, tu penses absolument pas tu penses au verre à moitié vide. Je pense que c'est humain de penser, tu penses pas encore à tes 125 000 €, au week-end à l'assaut, là. Tu penses juste que tu viens de craquer la deuxième phrase de On s'attache. Et voilà, quoi. C'est impossible de voir le truc de manière positive. Dans un premier temps,
Donc ouais, ça a été des jours difficiles, des semaines difficiles. Ça fait pile 6 semaines là que ça a été tourné. Et c'est encore difficile aujourd'hui. On se refait le film, quoi. Forcément, on se refait le film. Je suis resté un peu sur le plateau, donc j'ai vu ce qui s'est passé après. Tu te dis, ah ouais, mais si j'avais été là, et ça serait passé comme ça, et si j'avais fait ça. Et en fait, c'est un enfer, ça s'arrête jamais, quoi. Donc ça a été très, très, très dur. Mais petit à petit, bon bah voilà, comme dans la vraie vie, hein, on se remet de tout. Donc on commence à voir aussi ce qui s'est bien passé et les beaux moments qu'on a vécu, forcément, parce que c'était une aventure incroyable. Et donc et puis après il y a la diffusion, et la diffusion change beaucoup de choses, parce que je craignais la diffusion aussi, parce que tu revis les bonnes comme les mauvaises choses. Mes erreurs, je les ai revécues dans la télé avec une boule au ventre, en me disant mais comment j'ai fait pour être aussi nul, et notamment sur cette dernière émission. C'est incroyable. C'est incroyable, j'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai pu me tromper sur ce moment. Mais c'est comme ça, c'est comme dans la vraie vie, hein. Les choses se passent, et une fois que c'est fini, bah il faut penser à la suite, quoi. On peut pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Et donc ça a été très dur, et je dirais que la diffusion m'a quand même fait du bien. Donc parce que j'ai eu des retours super globalement. Alors c'est pas unanime forcément, et on fait jamais l'unanimité, et heureusement. Si on plaît à tout le monde, on plaît à personne pour moi. Donc mais je pense que j'ai eu beaucoup de retours, de messages, de sympathie, et qui m'ont vraiment permis aussi de me dire que cette aventure était géniale, et qu'il fallait que je la vive, et que finalement la manière dont ça s'est passé, bah c'était chouette, quoi. Voilà, ça m'a beaucoup apporté. Les gens m'ont vu comme j'étais, avec mes failles aussi. Je suis pas un ordinateur, hélas, hein. J'aurais bien aimé pour le coup, mais je suis loin d'être un ordinateur. Donc voilà, je dirais que c'était dur, que ça allait toujours, mais que la diffusion a fait quand même beaucoup de bien, et m'a mis du baume au cœur. Voilà. Alors effectivement, j'ai dit à Nagui que les Masters n'étaient pas mon objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je lui ai dit ça, ma cagnotte était à 21 000 €, il me semble. Donc je trouve que j'étais tellement loin du compte, en fait, hein, parce que je crois que la barre elle est à plus de 130 000, que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas envie de me mettre cette pression en plus en tête. Donc ça, c'est la première chose quand même qui est importante à dire. Ensuite, c'était aussi une manière de dire que beaucoup d'entre eux sont des modèles, en fait. C'est vrai, c'est des modèles, je les ai beaucoup observés, j'en ai contacté certains, enfin voilà. Donc effectivement, quand on a des modèles et quand on admire des gens comme ça, bah moi j'ai pas forcément envie de jouer contre eux. Ça veut juste dire que je les trouve tellement forts. Franchement, je les trouve tous très forts, et que ça me fait peur de jouer contre ces personnes-là. Par contre, les rencontrer, partager des choses avec eux, effectivement, c'est limite un rêve, parce que c'est des gens qui m'ont vraiment inspiré, quoi. Et ça faut pas l'oublier, c'est vraiment des gens que j'admire. Et là, je parle vraiment de tous, parce que il y a que des profils différents, mais chaque profil pour moi est intéressant, quoi, vraiment. Donc voilà, donc ça c'est première chose. C'est vrai qu'on en a parlé très tôt. Il se trouve que derrière, mon aventure se finit juste avant la barre des Masters, et c'est vrai que quand je perds, il y a cette double déception de perdre, évidemment, d'être triste de perdre, de ma manière de perdre, et se dire que c'est fini et que je ne reviendrai plus. Et c'est vrai que les Masters, c'est aussi une manière de prolonger un peu la belle histoire, quoi, de prolonger l'aventure, et de revenir sur ce plateau, de refouler ce plateau. Et c'est vrai que ça, c'était une tristesse énorme de me dire, bah je n'y retournerai plus sur ce plateau. Et là-dessus, c'est vrai que les Masters, j'aurais aimé les faire, ne serait-ce que pour revenir. Et il y a une deuxième raison, et là par contre, c'était un vrai objectif, et ça, je regrette de ne pas en avoir parlé sur le plateau, parce que j'aurais aimé vraiment le dire droit dans les yeux à Nagui. Je sais qu'il y a une tournée, qu'il y a des dates avec l'orchestre, en plus avec les choristes que j'adore. Donc c'est vrai que partager ces moments de scène, finalement, c'est hyper complémentaire de mon métier, quoi. Moi, la scène, c'est ma vie, c'est mon métier. C'est vrai que cette tournée, faire une date ou plusieurs dates, ça aurait été juste génial pour moi, quoi. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que quand je me suis rapproché des Masters, je pensais vraiment à ça,
avant tout. Avant toute chose, je pensais vraiment, vas-y, il faut absolument que tu rentres dans cette famille pour éventuellement qu'on puisse t'appeler sur cette tournée. Et ça, c'est vrai que ça m'a vraiment brisé le cœur, parce que je pense que j'aurais pu apporter quelque chose sur scène. Et voilà, et c'est dommage. Après, je sais pas, les règlements, je les connais pas, à vrai dire. Je sais pas si le fait de rentrer dans les 50 premiers ou 40 premiers me donne peut-être le droit quand même d'être là. Je sais pas si les maestros peuvent m'inviter sur une date, ou je sais pas qui décide, je sais pas, je pense que c'est le producteur. Donc voilà, ça fait beaucoup de questionnements, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait une énorme déception de pas rentrer dans la famille, en fait, tout simplement rentrer dans la famille, même si c'était que un an dans les Masters. C'est vrai que ça donne après, tu fais partie de la famille, et c'est vrai que tu peux faire derrière des scènes avec eux, et ça, c'est un truc que j'aurais adoré faire. Voilà, donc la déception, elle était vraiment là, sur le côté concert de Maestro. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire N'oubliez pas les paroles? Déjà, je pense plusieurs choses m'ont donné envie. Déjà, je regardais l'émission régulièrement, et je me suis souvent attaché à des maestros, à des parcours, et je trouve cette émission chouette. Voilà, je trouve que c'est une vraie émission de divertissement. Il y a un orchestre qui joue live, ce qui est maintenant quand même assez rare à la télé, hein. Si t'enlèves The Voice, Taratata, et N'oubliez pas les paroles, tout le reste, voilà, on a des bandes son. Donc déjà, ouais, le concept de l'émission, sympa. Et puis on va pas se mentir, il y a la carotte au bout, quoi. Il y a on peut gagner beaucoup d'argent avec cette émission. Cette émission, elle a bousculé elle a bouleversé des vies, quoi. Très clairement. Des gens qui se font plus de 500 000 euros sur une émission, il y en a quasiment pas. Ça n'existe pas. Et c'est vrai que moi, je suis pas du tout branché jeux télé ou compagnie, et puis j'ai pas une culture incroyable. Donc moi, les jeux de culture, c'est hors de question et tout. Et c'est vrai que très vite, je me suis dit, cette émission pourrait me correspondre, parce que c'est mon domaine, quoi. La musique, c'est mon métier. Ça fait 15 ans que c'est ma vie, tout simplement. J'ai choisi de faire que ça de ma vie, parce que j'aime ça, et que je me sens bien quand je tiens un micro dans ma main. Donc voilà, c'était clairement une émission pour moi. Je pense que j'ai une bonne mémoire aussi, quand même. Ça me dérangeait pas quand j'étais étudiant ou quoi d'apprendre par cœur. Il y en a, ça les gave. Moi j'aimais bien apprendre par cœur. Donc je pense que ça peut aider, pour n'oublier pas les paroles, d'aimer apprendre, de pas avoir peur de l'apprentissage, et d'en mettre beaucoup dans son cerveau. Donc voilà, après il y a des objectifs, il y a aussi mine de rien la période qui a beaucoup joué. Moi je suis quand même quelqu'un qui travaille beaucoup, j'ai pas mal de concerts, j'ai pas mal de groupes différents, donc en règle générale j'ai quand même peu de temps, mais là avec la période qu'on a connue ces 2 dernières années avec le Covid, je me suis retrouvé vraiment chez moi à me demander qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et c'est vrai que ça a été décisif pour me dire, voilà, c'est le moment de prendre un cahier et de noter, et d'y aller à fond, et de vivre ce truc comme toi tu le perçois. C'est-à-dire que moi, quand je fais les trucs, c'est à fond, c'est pas voilà, vous me demandez mes objectifs, mon objectif était en aucun cas de participer. Voilà, moi j'avais envie, j'y allais pour essayer de gagner, quoi. Voilà, c'était pas, j'y allais pas juste pour passer une demi-heure à la télé, et je me fous de passer à la télé. Ce jour aurait été non télévisé, c'était pareil pour moi. J'y serais allé avec les mêmes ambitions. Je voulais me dépasser aussi, dépasser mes limites. Dans mon travail, c'était pareil. Après, ça devient un challenge perso. C'est presque un challenge perso. C'est-à-dire que tu t'en demandes de plus en plus, et quand tu arrives à atteindre ton objectif, tu te dis, mais en fait, c'est pas assez. Et voilà, dans mon travail de révision, ça a été ça tout le long. Au début, je visais 800 titres. À 800 titres, je me disais, tu appelles et tu passes le casting. Et en fait, je suis arrivé à 800 titres, et je me suis dit, mais c'est pas assez. C'est pas assez, je me sens pas assez, il faut que je vise les 1000.
Et du coup, je suis allé à 1000, quoi. Et ça devient une obsession, ça devient compliqué pour l'entourage aussi, parce que voilà, quoi. C'est vrai que je deviens un peu chiant à force. Ça en devient chiant pour les autres parce que j'ai un peu que ça en tête, quoi. Et voilà, mais tout ça fait que ouais, c'est forcément les objectifs quand tu arrives là-bas sont ultra élevés parce qu'ils sont à la hauteur de l'investissement que j'y ai mis. Ouais, c'est des objectifs ultra élevés. Alors en termes de chiffres, j'avais pas d'objectif. Moi, je voulais aller le plus loin possible. Mais surtout, le premier objectif était de prendre ce micro forcément, et le deuxième de ne surtout pas partir avec des regrets, quoi. Donc j'ai atteint un objectif et pas le deuxième. Et ça, c'est pas une histoire d'argent, quoi. Je veux dire, j'aurais même perdu avec 500 000, j'aurais pas atteint, si j'avais perdu sur On s'attache, je n'aurais pas atteint le deuxième objectif. Ceci dit, je vais quand même être honnête, si j'avais perdu avec 500 000, si j'avais perdu pareil, mais avec 500 000 dans la poche, je l'aurais pas du tout vécu pareil quand même. Je pense que j'aurais eu plus le sourire à la fin. Je suis honnête avec vous. Voilà, donc objectif très élevé, proportionnel à l'investissement que j'y ai mis avant, quoi. Alors la sélection, c'était chouette, c'était génial, ça s'est passé avec Émilie. J'ai appelé le 1er avril 2021, je trouvais que c'était une date rigolote. Je disais à tout le monde, j'appelle le 1er avril et c'est pas un poisson. Et donc j'ai appelé le 1er avril, j'ai laissé un message et on m'a rappelé le 2 avril donc. Et voilà, il y a eu un bon feeling avec Émilie. Ça allait assez vite, les sélections, enfin voilà, ça s'est bien passé. Je crois que j'ai fait 19 sur 20 au test, donc j'étais content. Après il y avait un test un peu plus dur où ils m'ont refait faire un test plus dur où j'ai fait 15 sur 20 je crois. Donc voilà, donc ils m'ont senti prêt. Et en gros, je dirais en peut-être début juin 2021, ouais c'est ça, début juin 2021, j'ai eu l'appel d'Anthony, le directeur de casting, qui m'a dit bah écoute c'est ok, tu vas venir sur le plateau. Donc à ce moment-là, c'est vrai que t'es content et tout, ça devient concret, mais le problème c'est que ce moment-là ne signifie pas que tu vas tourner tout de suite, quoi. Et là, ça a été, je pense, les mois les plus difficiles en fait, parce que chaque mois, tu reçois des dates de tournage et tout, tu essayes de te tenir prêt, dispo, et finalement, il se passe rien, on t'appelle pas. Tu sais pas trop pourquoi, parce que c'est comme ça en fait. Ils vont pas dire à tous les candidats qui attendent, voilà. Non, forcément, ils ont pas que ça à faire. Mais c'est hyper dur à gérer. Sincèrement, c'est super dur. Et il y a des moments là où là ça fait vraiment comme ça, quoi. En termes de morale et tout, tu te dis mais c'est pas possible, je vais jamais passer, il m'a oublié et tout. Et tu te poses plein de questions, t'as vraiment des baisses de motivation. Là, ça a été sur la fin, ça a été dur. Il m'est arrivé de m'arrêter pendant une semaine, de rien faire. Enfin voilà, c'est pas tout le temps évident, quoi. Et puis voilà, quoi, le temps est passé. J'ai rencontré Manon, ma chérie, dans le cadre des révisions aussi, et on s'est fait un tournage. Un jour, on s'est fait un tournage et j'ai revu Anthony à ce moment-là. C'était pendant le tournage de Christopher. Donc c'était peu de temps avant, et donc bon, il m'a pas reconnu sur le moment, donc j'étais un peu vexé. je lui ai dit, il m'a dit qu'il voyait beaucoup de monde. Moi, je me suis dit bon, je dois pas faire partie de ses chouchous. Mais en tout cas, il m'a revu. Et le fait qu'il me revoie, j'y suis même retourné la semaine d'après. Et à ce moment-là, je me suis même fait remarquer parce que je suis monté sur le plateau pour chanter une chanson au public avant que ça tourne. Il y avait Christopher derrière moi et Nagui devant qui regardait. Voilà, donc là, tout le monde m'a entendu. J'ai bien dit au micro que j'attendais de tourner et tout. Donc l'idée, c'était aussi de me montrer et pourquoi pas de donner envie à Anthony de m'appeler, quoi, à un moment donné. Et voilà, et ça a peut-être marché parce qu'il m'a appelé peu de temps après, donc autant ça n'a rien à voir, hein, mais en tout cas, peut-être que le fait qu'il m'ait revu a fait, ouais, il s'est peut-être dit, ouais, il me gave, lui, à tout le temps venir sur le plateau. Donc voilà, donc il m'a appelé et et voilà, c'était cool et j'étais super content, et donc c'était parti, j'étais convoqué pour le tournage, quoi. Voilà.
Alors, comment je me suis préparé à l'émission? Oula, quelle question, quelle question. Je pourrais en parler, je pense, 2 heures, mais rassurez-vous, je vais essayer de faire court. J'en profite pour m'excuser pour ma chaise qui grince. Voilà, je promis, dès que j'ai l'argent de l'émission, je change de chaise. Alors, je me suis préparé, j'en ai souvent parlé avec mon ami David Couzon, qui est l'administrateur d'un groupe de révision sur Facebook et qui m'a beaucoup aidé. On se prépare en fait comme des athlètes de haut niveau. C'est ni plus ni moins que ça. Enfin, pour moi, et je suis loin d'être le seul à le faire. Attention, je suis pas unique en mon genre. On se prépare comme des athlètes de haut niveau, c'est-à-dire qu'on répète le geste, comme un perchiste par exemple va répéter les sauts. Il va passer les 5,90, les 5,95, des tas de fois, des dizaines et des dizaines et des centaines de fois par jour. Et voilà, en fait on s'habitue aux gestes, je parle notamment pour les mêmes chansons, on n'arrête pas de répéter le geste finalement pour essayer que ça devienne naturel. C'est ça l'idée. Après, comme le perchiste, et comme tous les athlètes, les sportifs, moi j'ai fait pas mal de sport quand j'étais jeune, il y a une différence hélas entre l'entraînement et la compétition. Et ça c'est vrai que c'est très compliqué et qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Ça c'est moi on a constaté justement si je tiens la comparaison jusqu'au bout, voilà quoi. Enfin moi je passais tous les jours des barres à 5,90, 5,95 et finalement sur le plateau j'ai échoué. Il fallait que je passe une barre à 5,70 et ben je l'ai raté quoi. Voilà, donc ça c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'on essaie d'en faire au maximum pour se protéger de l'accident sur le plateau, mais on n'est jamais sûr de rien. Voilà, c'est ça l'idée, et je crois que ce qui fait la différence entre les très grands et ceux qui sont derrière, c'est cette faculté à être au même niveau à l'entraînement et en compétition. Voilà, ça, je crois que ça, et je pense que l'exemple typique pour moi dans N'oubliez pas les paroles, c'est Arsène, Arsène quand il va voir une même chanson apparaître, s'il l'a apprise, il va dire, bah ouais, je la connais. Il va même se permettre un petit, oh bah franchement elle est pas très dure, ça va. Voilà. Alors tu te dis, oulala, c'est un fanfaron le mec, il a peur de rien, il se la raconte. Non, pas du tout. Il est juste sûr de son apprentissage, il se la raconte pas du tout. Et derrière, il te fait la chanson en entier, sans trembler. Voilà, donc moi quand j'ai vu On s'attache apparaître, j'ai changé, j'aurais dû dire ouais ben parfait, en plus j'ai pas à la finir, je vais au milieu du pont, j'ai la clochette. Bon, au lieu de ça, j'ai baissé les yeux, j'ai dit on va voir, machin, truc, et mon bras s'est mis à trembler, je sais pas si vous avez vu les images. Bon voilà, donc je crois que c'est là-dessus que j'ai été très faible, et ça hélas c'est très dur de le bosser à la maison. C'est du sang-froid, c'est une gestion du stress. Pour répondre à la question purement techniquement parlant, pendant 1 an et demi environ, j'ai tous les matins de 8h à midi environ, je m'enfermais dans cette cabine et je bossais deux textes, mais alors 4 heures c'est beaucoup pour 2 textes, mais moi j'avais besoin de beaucoup de temps, c'est-à-dire de les écouter en lisant le texte, ensuite une fois que j'ai bien la mélodie, ben j'arrête d'écouter le titre, par contre je l'écoute plus jamais quasiment, une fois que je l'ai dans ma tête la mélodie, et ensuite je me la prends comme une poésie chantée en fait, voilà, je fredonne la chanson phrase après phrase. Alors je vais d'abord apprendre le premier couplet, le deuxième, le troisième, etc. J'essayais au maximum d'apprendre les chansons en entier. Ça aussi, bon voilà. Ça aussi j'ai manqué de chance sur le plateau parce que à un moment donné j'ai hélas perdu 10 000 euros que j'avais gagné sur une chanson où j'avais oublié d'apprendre, où j'avais décidé de ne pas apprendre les 3 dernières lignes. Voilà, c'est d'autant plus rageant qu'il y a environ une dizaine de chansons quoi, où j'ai pas appris jusqu'au bout, et elle faisait partie de ça. Donc voilà, donc cette routine tous les matins de 2 titres, du lundi au samedi, donc ça fait 12 titres par semaine. Et les après-midi étaient uniquement destinés à la révision des acquis. Donc en fait, c'est énormément de travail, d'organisation pour arriver à réviser. Je voulais limite tous les 15 jours revenir au titre. Voilà, c'est-à-dire à bosser 2 fois par mois un titre, même ceux qui étaient acquis. Donc c'est vrai que c'est
énormément de travail. Énormément de travail, j'y passais aussi parfois pas mal de soirées, enfin, ça m'a pris énormément de temps. C'est inimaginable en fait. Voilà, donc là j'ai mon petit cahier qui est toujours là. J'ai failli le brûler, mais je l'ai quand même gardé. Voilà, donc sur chaque page j'ai 50 titres. Il y a juste les titres qui sont écrits. Et donc sur chaque page il y a 50 titres, 37 titres de garçons, 13 titres de filles. Et voilà quoi. Donc là, il y a mon cahier, il a mine de rien 24 pages, donc ça fait 1200 titres, plus ça là, une vingtaine, 1220 titres environ, quand je suis allé à l'émission. Ça, c'était vraiment des poésies que je connaissais par cœur, encore une fois, chez moi, à la maison. Voilà, on a bien vu sur le plateau que c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros boulot de révision. Sur les derniers mois, c'était même... vu que tout ça était quand même appris et acquis, j'ai arrêté d'apprendre et j'ai resté là-dessus sur ces 1200. Et je faisais venir des gens, ma mère est beaucoup venue et on faisait 3 pages par jour, donc 150 titres par jour. Elle me les faisait réciter les 150. Et tant que j'étais pas allé au bout, on passait pas à celui d'après. Donc c'est quand même un gros boulot. C'est quand même un gros boulot pour tout le monde. Même elle était fracassée à la fin des journées. Donc elle aussi était pas mécontente que je passe et que ça s'arrête, cette histoire. Voilà, donc voilà pour les révisions. Alors non, c'était pas mon premier plateau télé parce que j'ai eu l'honneur de participer à The Voice en 2020. J'ai failli faire The Voice en 2014. J'étais pris pour les auditions à l'aveugle et ça s'est annulé très peu de temps avant. Voilà, ça avait été une grosse gifle. Mais en tout cas, je l'ai fait en 2020 et ça a été une très très belle aventure, mais extrêmement stressante. Là aussi, comme sur toutes mes grosses aventures, je dirais que le stress m'a un petit peu gâché quand même, m'a un peu gâché le truc. J'avais fait des auditions vraiment top, avant la télé, je veux dire. Quand sur les auditions, l'audition juste avant les fauteuils, c'était vraiment super. J'étais très content de moi et c'est vrai que quand je me suis retrouvé sur l'audition des fauteuils retournés, j'ai fait un truc largement moins bien, largement. Enfin, j'ai encore du mal à regarder ça parce que tellement j'ai perdu mes moyens à ce moment-là. Malgré tout, j'ai eu un coach qui s'est retourné, c'était Marc Lavoine. Et donc, ça a été quand même une belle aventure. Au final, j'étais très content de l'avoir fait. Ça a été très, très riche. Mais j'avais cette déception, encore une fois, d'être passé un peu à côté émotionnellement, d'être passé un peu à côté du truc, de pas avoir assez profité. Et c'est vrai que N'oubliez pas les paroles était aussi pour moi une occasion de retester ça en fait, d'essayer d'aller kiffer un petit peu, d'aller kiffer le truc quoi. Et c'est vrai que bon bah au-delà du fait qu'on en a déjà parlé, j'ai perdu mes moyens sur pas mal de titres que je connaissais. Donc ça c'est déception pour toujours hein, parce que voilà, c'est inadmissible et je m'en veux et je m'en voudrais toujours. À côté de ça, c'est comme ça. Mais au-delà de ça, j'ai quand même passé des moments incroyables sur le plateau et quand même l'objectif de kiffer, le moment je l'ai quand même atteint cet objectif. J'ai eu vraiment des moments, des passages où je suis même sorti du jeu et où j'ai adoré être là. Bon, j'adore Nagui déjà, alors je sais pas si c'est réciproque, je pense qu'il m'a déjà oublié depuis longtemps, mais par contre moi j'adore ce mec, je trouve qu'il a une répartie, il a une culture, il a de l'humour, je suis fan de ce mec et c'était un honneur de lui parler toutes les demi-heures comme ça et même en off on a parlé un peu de nos enfants et tout, enfin c'est vraiment un mec waouh, chapeau quoi, chapeau. Et puis j'ai kiffé tous mes challengers, c'était juste génial l'expérience, les musiciens adorables. Non, c'était super, c'était vraiment une super que des super moments et j'ai vraiment profité du plateau et de cette chance quand même d'être là-bas parce que il y en a qui ont pas cette chance d'arriver sur le plateau et je pense que c'est aussi leur faire honneur que de kiffer ce moment quand même. Au-delà de tout ce que je vous ai dit avant, du travail, des erreurs, machin, j'ai aimé fouler ce plateau. Et je suis très triste que ça n'ait pas été plus long parce que j'aimais être là-bas vraiment.
Oui, 15 émissions et tellement de souvenirs. Tellement de souvenirs. C'est les montagnes russes, quoi, les souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a des souvenirs vraiment gravés que je n'oublierai jamais. Et d'autres que je n'oublierai jamais non plus, mais que je préférerais oublier, par contre. Donc ouais, les grands souvenirs, forcément, bah déjà la prise de micro. Hein. Bah alors je pousse un cri qui, je me dis pas tiens, je vais crier quoi. Le cri il sort tout seul. Mon yes il sort tout seul parce que c'est juste un soulagement à ce moment-là qui est. Je me dis waouh, voilà tout ça je l'ai pas fait pour rien. Je l'ai ce micro. Maintenant la suite on verra, mais je l'ai eu. Et voilà, je me suis excusé auprès de Marlène. Qui était maestro à ce moment-là, je me suis excusé après en lui disant je suis désolé pour mon cri et tout, mais c'était vraiment un cri de soulagement par rapport à tout mon travail et je suis vraiment désolé. C'était pas un cri contre toi ou voilà, absolument pas. Jamais il y a eu des trucs comme ça, même avec les challengers derrière. Donc voilà, ouais, tous ces moments de partage avec les challengers. Il y a un moment aussi qui m'a marqué, c'est le moment, c'est Couleur Café. Couleur Café, quand tous les musiciens sont venus, les choristes sont descendus, mais aussi les musiciens sont venus chanter, les gratteux, le clavier, enfin, c'est quand même super rare que tous viennent sur le plateau comme ça, et j'ai adoré ce moment. C'était un moment génial, on s'est checké après, enfin, j'ai vraiment adoré. Ça, c'est vraiment gravé, quoi. C'est vrai que, et pour ces moments-là, tu te dis, de toute façon, ça valait le coup. Voilà, après il y a les premiers 20 000 aussi sur Big Flo et Oli quand même. Parce que je passe d'une des pires émotions, je loupe le dîner, bon bah là j'ai envie de me cacher, j'ai envie d'éteindre la lumière, voilà, et de m'enfermer à jamais dans cette cabine, tellement j'ai honte. Mais enfin bon, voilà, je suis passé de la détresse la plus totale, j'étais sûr que j'allais partir, à 10 minutes plus tard, 20 000 euros qui tombent, et là ça fait quand même un choc, c'est un gros choc émotionnel. Donc voilà, j'ai tourné 4 émissions une première journée, en fin de journée donc. Et dès le lendemain matin, j'étais de retour et j'en ai enchaîné 10. Et là, j'ai enchaîné 10 émissions, ça a été très dur le matin, les 2 premières, je me sens les 2-3 premières, j'ai fait des erreurs encore, et je me disais c'est pas possible, j'ai fait ma fameuse erreur sur Zazie, et pendant 2-3 émissions, je n'ai pensé qu'à ça, même entre les émissions, je disais au caster et tout, mais c'est pas possible, comment j'ai pu rater Zazie, quoi, j'adore Zazie. Et voilà, je suis un peu trop resté sur mes erreurs. Mais à un moment donné, sur cette journée de 10 émissions, là, j'ai commencé à trouver mon rythme, enfin. Et même avec Nagui, dans la manière de lui parler, dans la manière de... Et ça a été vraiment les meilleurs moments, là. Cette deuxième partie de journée où j'ai enchaîné finalement 10 émissions. Alors certes, il y a de la fatigue, mais en fait, on est dedans, on réfléchit plus. Et c'est là que j'ai fait plusieurs clochettes, où enfin j'ai trouvé le rythme. J'ai enchaîné des 20 000. Il y a eu des moments de... Ouais, il y a eu un moment très émouvant, c'est quand j'ai fait Starmania. Mais en finale, j'étais vraiment à 2 doigts de pleurer à la fin. C'est le seul moment où je sentais que ma voix tremblait parce que j'avais envie de pleurer en fait. Et parce que ça représentait tellement de choses pour moi et que je me sentais bien et que j'étais en train de vivre une consécration par rapport à toutes mes années avant où je m'étais préparé pour ça, quoi. Ça y est, j'y étais. Et donc je me suis retrouvé à la fin de ces 2 jours avec 14 victoires. Et 125 000 euros. Et là, j'ai eu 3 semaines de pause. 3 semaines de pause. Et les 3 semaines de pause, je pense que ça m'a tué. Je pense que ça m'a tué. Alors, c'est comme ça, de toute façon, c'est les aléas et tout le monde y passe. Hein. Je suis pas le premier maestro et il y en a qui y sont passés avant moi et qui ont réussi à continuer. Mais moi, ça m'a vraiment tué dans la mesure où je suis un stressé, je suis un anxieux. Je suis quelqu'un qui dort peu quand il est excité comme ça. Et donc, j'ai passé 3 semaines très compliquées finalement, à me refaire tout le truc et à commencer à penser à la suite. À dire, ah ouais, mais je suis à 125 000 là. En fait, je me suis mis à réaliser les choses. Alors que si j'avais enchaîné le lendemain encore, je pense que je n'aurais pas eu le temps de faire tout ça dans ma tête, d'avoir ce cheminement. Et je pense que ça, à mon avis, ça l'aurait mieux fait. Mais bon, ça on saura jamais et il faut surtout pas faire ça. Hein, de toute façon, dire et si, c'est pas une solution. Mais en tout cas, ces 3 semaines m'ont été fatales parce que bah voilà, la première émission de reprise 3 semaines plus tard. Et ben au revoir monsieur, merci d'être venu. Donc voilà. Ça c'est bien sûr quand même le pire souvenir. Dans le top du top des mauvais souvenirs de cette aventure, c'est forcément le moment
ou sur On s'attache, je me rends compte que, parce que je me rends compte même avant de me planter, que je vais me planter en fait, et que c'est fini. Et voilà, c'est ça avoir un mental défaillant. C'est qu'à ce moment-là, je me dis, quand je suis en train de chanter même ce refrain dont on s'attache, je me dis, mec, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas là. T'y es pas là. T'es pas dedans. Il va falloir que tu dises au revoir. Il va falloir que tu et voilà. Et quand on se dit ça et qu'on est en train de chanter, bah hélas, ça le fait pas. Hein. Et donc très 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 mauvais souvenir forcément, très mauvais souvenir. C'est ce moment où tout s'arrête quand même. Voilà, c'est même les grands maestros l'ont tous dit. Ils ont beau revenir même pour des masters, des tournois et tout. Le plus beau souvenir, c'est quand même sa première aventure, je pense. C'est là que tu te crées des souvenirs, mais c'est incroyable. Et donc, moi, j'ai quand même eu un beau sentiment de gâchis à la fin. Et voilà, quoi. C'est comme ça, mais voilà, j'ai dit tous les bons souvenirs avant aussi. Et ils sont vraiment présents. Ils sont vraiment présents aussi. Et je pense qu'ils vont prendre le dessus avec le temps, ces bons souvenirs. Alors oui, 125 000 euros. J'ai toujours du mal à réaliser quand même. C'est une sacrée somme, quoi. C'est une somme à 6 chiffres. Moi, le petit chanteur, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup parlé de mes regrets, du verre à moitié vide. Depuis tout, enfin avec toutes ces vidéos, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est quand même ça, quoi. C'est quand même que il y a beaucoup de gens qui tentent leur chance et qui prennent rien, quoi. Et qui prennent rien, et certains qui bossent beaucoup, qui ont gagné moins, certains qui bossent beaucoup, qui ont même pas gagné. Alors bon, vous me direz que eux ils peuvent revenir, mais certes, mais sans aucune garantie de gagner la prochaine fois. Enfin, donc voilà, il y a clairement il y a cette belle satisfaction quand même de ces 125 000 euros et du week-end en Thalasso. Donc ça c'est quand même c'est que du bonheur. Alors qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien. Enfin moi, tout à l'heure on parlait de mes ambitions. J'aurais pu en parler plus longtemps, mais moi, secrètement, j'avais l'ambition de révolutionner ma vie. Enfin, bosser comme je l'ai bossé et ne penser plus qu'à ça pendant 2 ans et demi, c'était pour peut-être avoir cette chance de ne plus avoir aucun souci dans ma vie financier, de me mettre à l'abri, vraiment. Alors avec cette somme, 125 000, c'est une somme qui va faire du bien, mais qui va pas changer mon train de vie. Ça va pas changer mon train de vie, ça va faire du bien, ça va me permettre de pouvoir souffler, de pouvoir me faire un peu plaisir, de payer peut-être une partie de mon appartement, mais je vais pas pouvoir m'arrêter de travailler, partir sur des îles. Non, ça c'est pas possible. Il aurait fallu gagner beaucoup plus pour ça, pour éventuellement. Donc voilà, donc c'est une somme exceptionnelle, mais qui va pas me permettre de faire non plus trop de folie. Je vais être assez raisonnable avec cet argent. Je vais en mettre une partie dans mon crédit immobilier, et je vais placer pas mal d'argent aussi pour pouvoir assurer dans quelques années, pouvoir payer les études de ma fille. Tout ça, c'est des choses importantes quand on est père à père de famille. Tout ça, il faut y penser, quoi. Et ma fille, elle va avoir 13 ans et elle va certainement avoir besoin d'argent bientôt. Et je serais bien content à ce moment-là de lui dire, bah, prends ma fille, prends cet argent et fais-en bon usage surtout. Donc voilà, j'ai toujours eu la valeur de l'argent. Alors oui, je vais essayer de me faire un petit peu plaisir, mais je vais surtout essayer d'être très raisonnable avec ce cadeau qui est inestimable. Encore une fois, je le répète, super cadeau. Jamais de ma vie j'aurais pu mettre cet argent de côté, hein. C'est impossible. Donc voilà, on va se faire des bonnes vacances, ça c'est sûr, avec ma fille, avec Manon aussi. Ça, je pense qu'on les a tous mérités, parce que tout le monde a vécu mon aventure, mine de rien, même nerveusement parlant et tout. Mon état de nervosité pendant 2-3 ans là, c'était quand même compliqué pour les gens autour. J'étais irritable, parfois de mauvaise humeur. Si je loupais une même chanson, ça devenait une sale journée. Si je loupais un classique, genre On s'attache, alors là,
Il fallait plus me parler pendant 2 jours. donc voilà, donc j'exagère un tout petit peu, mais en tout cas tout le monde, je vais aussi essayer de gâter un peu mes proches, et parce que tout le monde finalement a vécu cette aventure avec moi et a souffert avec moi aussi quand même, a souffert avec moi, et je veux que tout le monde kiffe avec moi aussi, voilà. Je veux que tout le monde profite du cadeau, voilà. Alors, est-ce que l'aventure, n'oubliez pas les paroles, peut m'apporter quelque chose dans mon travail? Très franchement, je ne pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas. Je pense pas être resté assez longtemps dans le jeu pour que ça soit une révolution dans ma vie, hein, dans ma vie professionnelle. Peut-être que si j'étais resté 1 mois à l'antenne, je sais pas, médiatiquement, ça aurait eu une autre ampleur. Peut-être que là, j'aurais pu avoir des opportunités, je sais pas, pour des spectacles, ou parce que ça me dirait bien de refaire peut-être un jour un gros spectacle avec plus d'expérience, et ouais, bah je pense avec des acquis des années qui passent, et j'en ferai peut-être moins d'erreurs que ce que j'ai pu en faire dans le passé, et ça c'est important, mais voilà, encore une fois, l'aventure a été trop courte. On en revient toujours là, et d'où mes regrets énormes, parce que quand je vois l'ampleur que ça peut prendre en 1 semaine, qu'est-ce que ça doit être si ça dure 3 semaines? Voilà, si j'avais... Il y a certes le cadeau qu'on t'offre, mais il y a la visibilité que tu prends médiatiquement même. Et ça, c'est vrai que c'est dommage, ça aussi, mais encore une fois, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme dans la vie, quoi. Et t'as la chance qui passe, soit tu la prends, tu la saisis, soit tu la laisses passer. Ben, moi, à un moment donné, je l'ai saisi un petit peu, mais pas assez pour que ça révolutionne les choses, d'après moi. Après, évidemment que si j'avais une opportunité ou quoi que ce soit aujourd'hui de faire un spectacle, par exemple, le travail de compo, non, ça m'intéresse pas, à vrai dire. J'ai pas envie de faire un album ou quoi. Pour moi, l'industrie du disque, c'est trop compliqué, c'est fermé, il y a plus de place. Il y a plus de place, en fait, pour... il y a de la place pour des artistes qui restent un titre, et puis qui galèrent souvent. Donc, enfin, moi, je vois trop d'amis à moi qui ont du talent galérer dans la compo pour avoir envie de faire ça, quoi. Je préfère faire ce que je fais, mes soirées, chanter, être interprète, chanter les chansons des autres, essayer de bien le faire, essayer de faire avec ma personnalité, et ça me rend heureux et ça me permet de gagner ma vie. Alors oui, un gros spectacle, je pourrais pas refuser clairement un gros spectacle, et je serais très très content d'en refaire un, parce que les aventures, le Roi Arthur, Notre-Dame de Paris ont été des belles aventures. Donc ça oui, j'aimerais le refaire, pourquoi pas, mais par contre, pour le reste, je pense pas que ça va révolutionner quoi que ce soit dans ma vie artistique. Je crois pas. Alors, lorsque tout sera digéré, oui, ça sera cool, quand tout sera vraiment digéré, et que je ne verrai plus, parce que le but de tout ça, quand même, on a beaucoup parlé du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. C'est un peu à l'image de ma vie. J'ai toujours eu du mal à voir ce verre à moitié plein. Et là, l'objectif aujourd'hui, maintenant, il va être d'arriver sur cette phase où je vois vraiment le verre à moitié plein, où je vois toutes les belles choses qui me sont arrivées grâce à cette aventure. Voilà. Mais oui, quand tout sera digéré, alors la probabilité de me revoir sur un jeu télé, elle est très faible. Franchement, à moins qu'ils refassent un jeu télé, ouais, lié à la chanson, oui. Mais par contre, je n'irai pas participer à Question pour un champion, quoi. Je serais trop nul. Et ni à d'autres jeux, parce que je les regarde même pas. À vrai dire, ça m'intéresse pas. Et j'en ai pas envie, tout simplement. Mais me revoir sur un plateau télé, franchement, il y a peu de chance. J'aimerais bien faire koh. Je lance ma candidature, mais je pense que je tiendrai 2 jours, hein, parce que hier j'ai oublié de goûter. Hier je travaillais et j'ai oublié de prendre mon goûter en fait avec moi, et j'étais pas bien, j'avais mal au ventre parce que j'ai pas goûté.
Donc imaginez-moi à koh Lanta, quoi. Et donc voilà. Donc je pense que la proba de me revoir sur un plateau télé, à part celui de n'oubliez pas les paroles éventuellement, parce que moi j'ai toujours envie d'être fou et de croire en mon étoile malgré tout, parce que l'aventure a été tellement belle que j'ai pas envie de me dire que c'est fini. Alors qui sait, si je sais pas, si je sais pas, moi je vois que quand Fabien est absent, il remplace par une fille, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de remplacer Fabien par une fille. Donc moi j'ai envie je suis devant ma télé, je dis mais j'aimerais trop y être, moi, pour faire le Fabien là, pour être le remplaçant officiel de Fabien, quoi. Voilà, ouais, donc là franchement ça serait un kiff énorme. Et ça serait un kiff énorme de retourner sur ce plateau, travailler avec cette équipe de musiciens. Mais bon, forcément je suis aussi lucide, hein. Je sais bien que Nagui ne va pas regarder cette vidéo, et qu'il y a du monde sur la liste d'attente avant moi. Hélas, je suis très lucide sur ce métier, sur les réseaux. Et voilà, moi j'en ai pas de réseau de toute façon, donc tout ce que j'ai eu, je l'ai eu à la sueur de mon front. Et voilà, mais malgré tout, je continue de toute façon à être un spectateur passionné de cette émission. Et c'est top. Et ça m'étonnerait qu'on me revoie sur un plateau, à part celui-là, quoi. Voilà, celui-là pourrait me faire revenir sur un plateau télé, mais d'autres plateaux, ça m'étonnerait beaucoup. Alors, le mot de la fin. Alors déjà, je vais rajouter une petite anecdote qui sera aussi, mais qui fait partie de mon mot de la fin. C'est que j'ai été hyper surpris des retours, notamment concernant ma voix. Parce que c'est bien la première fois de ma vie que je me pointe sur un plateau télé et où j'en ai strictement rien à faire de bien chanter. J'ai pris aucun risque. Pour tout vous dire, j'étais malade de chez malade sur ces 2 jours d'enregistrement. J'avais eu le Covid juste avant, et j'avais un Covid, genre de Covid long, et j'avais une toux. Et ils ont été très forts parce on voit pas trop que je tousse. On le voit un tout petit peu si on observe bien, mais dès que c'était plus à moi, je faisais que tousser et j'avais la voix complètement enrouée. Et donc je pensais que ça serait catastrophique, et j'ai été hyper surpris. Des tas de gens qui m'ont dit que je chantais bien. Donc j'aimerais vraiment vous remercier. Et puis ça veut dire que donc naturellement je chante plutôt bien, parce que j'avais pas l'objectif de bien chanter, et puis je n'ai pris aucun risque. Je me rappelle d'un Balavoine que j'ai chanté à l'octave en dessous, quoi. Évidemment que si je le chantais sur scène, je le chanterais à l'octave du dessus, quoi, comme Balavoine par exemple. Donc j'ai pas cherché à bien chanter. Donc ça m'a vachement touché. Ça va au-delà des tu chantes bien. De toute façon, j'ai été hyper touché par tous les retours qu'il y a eu. Ça a été d'une intensité folle. Aujourd'hui, enfin à l'heure qu'il est, j'ai toujours pas répondu à tout le monde. J'ai encore plein de messages auxquels j'ai pas répondu. Des messages certainement auxquels je passerai à côté de certains messages même, mais je vais vraiment tâcher de répondre à tout le monde, parce que c'est incroyable la thérapie que c'est de recevoir autant de messages de sympathie, quoi. C'est parce qu'on en a besoin malgré tout. On en a toujours besoin. On a toujours besoin de ça, et ça fait un bien, mais un bien incroyable. Alors évidemment, j'ai du recul là-dessus. Je sais très bien que ça ne durera pas. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis hier, ça se calme vraiment beaucoup, et tant mieux. Et c'est le jeu. Et il y a une nouvelle maestro en plus qui est géniale, qui s'appelle Cynthia, que j'ai rencontrée d'ailleurs, qui était sur cette fameuse journée. Et je me rappelle que quand je l'ai vue et qu'on a discuté un peu, je me suis dit oulala, elle est pas venue enfiler les perles, quoi, du tout. Elle est là, elle a bossé, et elle est ambitieuse, et donc je suis super content pour elle, parce qu'en plus je pense qu'elle défend un peu les mêmes, elle représente les mêmes valeurs que moi, quoi, le travail et l'humilité et la simplicité, d'après moi, d'après ce que je vois d'elle. Donc je suis super content que maintenant c'est à son tour de recevoir les cœurs, les compliments et la sympathie. Donc il faut qu'elle en profite. Et de toute façon, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu, c'est-à-dire que on reste à l'écran, et puis quand on part, c'est fini, et ça continue, quoi. Et le jeu, n'oubliez pas les paroles. Ce jeu-là sera toujours plus fort que n'importe quel candidat, quoi. Je veux dire, on aime tous ce jeu, quoi qu'il arrive, et ça dépend pas des candidats.
qui sont, je veux dire, on est tous unis, que ce soit la reine, celle qui est tout en haut, Margot, et le 5 millième candidat qui était venu là juste pour s'éclater et qui avait appris 30 titres. On a tous la même passion de ce jeu à un moment donné, quoi, et c'est ça qui est fort, et c'est une sacrée aventure humaine quand même. J'ai été quand même vachement surpris, parce que moi je l'ai dit, je suis un compétiteur, enfin j'avais cet esprit de compétition en moi, compétition avec moi-même encore une fois, hein, pas contre les autres. J'ai jamais été contre les autres, j'étais à chaque fois désolé. Certains, j'ai vraiment ressenti leur détresse, j'ai ressenti sur certains qu'ils avaient bossé aussi, enfin, et à chaque fois j'étais profondément désolé pour eux, parce que j'ai pris dans la gueule, il faut le dire, ce côté humain du jeu. Clairement, il y a un partage humain sur le plateau, en backstage, et je pensais pas que c'était à ce point. Je pensais pas que c'était à ce point. Vraiment, parfois on oublie vraiment la compète hein, là-bas, et c'est pour ça aussi que ce jeu en vaut la peine, quoi. Donc voilà. Toutes ces bonnes choses font que cette aventure a été incroyable, et que j'ai hâte de ne voir plus que ça en fait. De n'avoir plus que ça en tête, tous ces bons moments, mes cadeaux, et de ne plus penser finalement aux choses négatives qui me sont arrivées sur ce plateau. Voilà, je crois qu'elles font toutes ces choses négatives et positives font partie d'un parcours qui était, voilà, que j'ai écrit, et qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui, fragile, mais il y a un côté quand même bosseur et brillant, et il y a un côté très humain et très fragile. Donc voilà, c'est ce qui fait ma personnalité, ce qui fait que je suis moi, et en fait ce parcours me reflète pas mal en fait, je crois. Donc pas de regret finalement, et j'ai hâte de me dire vraiment pas de regret, de le dire tous les jours, de pas avoir des rechutes finalement. Et puis juste pour finir, quand j'étais sur les enregistrements avec Christopher là, je me rappelle très bien que Nagui a dit au public que les Masters à la rentrée, il y aurait des nouvelles règles. Voilà. Et ça, c'est toujours resté dans un coin de ma tête, parce que je suis pas loin du top 32, je suis pas très loin, donc est-ce qu'ils vont ouvrir à plus de monde et tout? Moi je dis que rien n'est impossible, donc on va peut-être ressortir un peu les cahiers, et pourquoi pas, voilà. Et moi j'ai envie de croire à ma bonne étoile, et voilà, et de toute façon, ça, que j'y sois ou pas, ça ne changera rien. Je regarderai les Masters et toutes ces émissions avec toujours autant de plaisir, mais en tout cas, si je pouvais avoir ce cadeau de retourner sur le plateau en se disant tiens, c'est la dernière fois, vas-y, va kiffer ton truc, c'est pas pareil, c'est pas le même état d'esprit, ben ça serait incroyable, ça serait juste incroyable, et voilà, et je finirai là-dessus. Donc on croise les doigts pour la suite, et puis de toute façon n'hésitez pas, les gens qui m'aiment bien et qui m'apprécient, à me suivre sur les réseaux sociaux, et à venir me voir surtout en concert avec mes groupes et tout, parce que c'est sympa, la vraie rencontre, hein. La vraie rencontre, les vraies soirées où on finit à 2h du mat avec du bon rock'n'roll, et voilà, et ça c'est cool, et c'est la vie, et franchement on n'a pas assez vécu ces 2 dernières années, alors on va se lâcher, et j'espère vraiment vous rencontrer en bas de la scène à la fin des concerts, voilà, et faire une petite photo ensemble. Et Jean-Baptiste, je te remercie beaucoup pour la vidéo, et puis je te souhaite une bonne continuation. Bisous à tous, bisous bisous. Oui, je vous avais prévenu hein, que ça serait une interview très très complète. Mais c'est ça qu'on aime, voir les vainqueurs aller au bout de leurs idées, au bout de leurs ressentis durant ces belles interviews. Et c'est ça que Kael nous a fait vivre. On a été avec lui au bout des émotions, avec en même temps une certaine humilité, une simplicité. C'est un maestro qui était très très complet, car vraiment il connaissait plein de chansons pas connues du tout en réalité, notamment dans le cadre des chansons à 20 000 €. Il a fait 20 000 € sur des chansons totalement inconnues. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était un maestro vraiment atypique. Moi je l'appelle le maestro des phases B, parce que vraiment il triomphait sur des chansons peu connues, et sur certaines chansons qui paraissaient au premier abord assez simples pour celles et ceux qui maîtrisent au minimum la chanson française, il y avait plus de mal. Vraiment donc un maestro assez imprévisible, quand même 35e plus grand maestro, ce n'est pas rien. Mais surtout, et j'insiste là-dessus,
il a rattrapé 2 classements totalement originaux que vous retrouvez sur légendesjeuxtélé.com. Kael se retrouve quand même 47e plus gros gain jamais remporté sur France Télévisions et il se retrouve également, je vous montre les classements en même temps, 43e plus gros gain jamais remporté sur France 2. C'est quand même pas rien, il y a quand même une petite marge, pas si énorme que ça, mais une petite marge. Avant qu'il ne sorte de ces classements, je vous invite, en parlant de ces classements, à aller les voir, accompagnés de plein d'autres classements sur légendesjeuxtélé.com. Vous y retrouvez donc des classements qui associent les plus gros gains dans un jeu télévisé, entre les 18-30 ans, les hommes, les femmes, TF1, France Télé et France 2, comme on a pour Kael, mais également les plus grands vainqueurs sur France 3, en termes de gains donc, mais également en termes de durée victorieuse. N'hésitez pas à aller voir tout ça, à réagir sous les articles que je rédige régulièrement sur l'évolution de nos grandes figures. J'en ai rédigé pour Kael, j'en rédige pour Enzo qui, ça y est, il a dépassé Francis. Il est 2e plus grand vainqueur du Grand Slam. Il est maintenant sur la route du trio vainqueur de Questions pour un super champion pour devenir, pourquoi pas, le 2e plus grand vainqueur sur France 3. Et qui plus est, on peut imaginer qu'il puisse très rapidement rattraper le roi Arthur. Donc pour suivre la progression d'Enzo, ça se passe sur légendesjeuxtélé.com. Vous suivez également sur ce blog la progression de Mathieu dans Tout le monde prend sa place. Je repartage la photo principale des articles en post Instagram, oui il y a les réseaux sociaux, en story Instagram un extrait des articles, un petit sondage et plein d'autres contenus originaux. Grâce aux réseaux sociaux, vous êtes certain de ne rien rater, car il y a également le groupe Facebook où je repartage le lien des vidéos, des interviews. N'hésitez pas à partager ce que vous voulez sur ce groupe en lien avec le monde des jeux télévisés. C'est vraiment un terrain où vous pouvez commenter en toute bienveillance. N'hésitez pas par ailleurs à parcourir cette chaîne YouTube pour y retrouver les dizaines, les plus de 70 interviews réalisées depuis le début sur Légendes des jeux télé. Vous le voyez, c'est un immense projet entre la mise à jour de tous ces classements qui ont été constitués, qui ont été modernisés, entre la rédaction des articles, le montage des vidéos, des interviews. Légendes des jeux télé, c'est un immense projet très vaste. Si vous le pouvez, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire une petite contribution, à apporter votre pierre à l'édifice sur Tipeee. Vous avez tous les liens, mesdames, messieurs, qui vous conduisent au blog, au groupe Facebook, au compte Instagram et au Tipeee en description sous la vidéo. D'ailleurs, en parlant de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ainsi vous serez certain de ne rien rater des prochaines vidéos et des futures interviews. En plus, bien sûr, de tous les autres réseaux sociaux que j'ai cités. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de Légendes des jeux télé pour qu'un maximum ait la chance de pouvoir visualiser toutes ces vidéos et qu'ils puissent prendre ainsi connaissance de tous les contenus que je propose. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Encore un très grand bravo à Kael pour son beau parcours et merci à lui pour son interview. Je vous dis à très bientôt. Ciao!